Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au troisième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les outils d'analyse du marché. Dans ce cours, vous apprendrez la matrice MC-Kinsey, objectif de la matrice MC-Kinsey, la présentation de la matrice, étape de construction de la matrice et enfin les avantages et les limites de la matrice. Tout cela avec Dr Sharafeddin Moumen, membre du corps professoral de l'Université Midoshen. Accordons maintenant la parole à Dr Moumen. Dr Moumen, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci Malak. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, c'est la troisième séance, je crois, dans cette formation sur les outils d'analyse du marché. Jusqu'à présent, je crois qu'on a eu deux outils. Le premier outil, c'était sur les cinq forces de Porter. Et l'outil qu'on a vu la dernière fois, c'était sur la matrice BCG ou bien la matrice du Boston Consulting Group. Donc, la dernière fois, on n'a pas pu terminer notre séance due aux problèmes techniques. Donc, je vais normalement faire un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois, bien sûr, cet outil-là. Donc, la matrice BCG, ou bien la matrice Boston Consulting Group, c'est une matrice qui a pour objectif d'évaluer euh, l'attractivité du marché et l'évaluation du portefeuille des produits de l'entreprise et comment allouer les ressources de l'entreprise. Et donc, cette matrice-là, pour évaluer le portefeuille de l'entreprise, elle se base sur deux critères. Le premier critère, c'est la part de marché relative au concurrent principal. Et deuxième critère, c'est la croissance du marché. Sur deux critères-là, on a deux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. On obtient quatre catégories de produits ou bien quatre cadrans. Ces catégories de produits sont les produits stars ou bien les produits vedettes. On a les produits de vache à lait, les produits dilemme et les produits poids mort. Pour les produits stars ou bien les produits vedettes, ce sont des produits qui ont une grande part de marché et une croissance de marché très élevée. Généralement, ce type de produit, toujours, on a besoin d'investir plus pour rester dans cette situation de leader dans le marché et afin d'en tirer plus de profit. On a la deuxième catégorie de produits, ce sont les produits du vache à lait où la part de marché est très grande, mais le taux de croissance des marchés est généralement stagnant ou bien très stable. Dans ce cas dans ce produit-là, généralement, ce type de produit, ils ont une grande rentabilité ou bien profitabilité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement, parce que le marché est en situation stable. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de décroissance. Même il y a croissance, il y a une très faible croissance. Et pour la troisième catégorie de produits, ce sont les produits dilemme où la part de marché est très faible et le taux de croissance des marchés est très élevé. Ce type de produits, généralement, ce sont les produits qui ont un problème. Parce que pourquoi l'entreprise, malgré il y a une situation où la croissance, le marché est très croissant, mais l'entreprise n'a pas une part de marché importante. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit investir plus pour ces produits-là afin d'avoir une part de marché un peu grande. Et plutôt la quatrième catégorie de ces produits, c'est les produits de poids mort, où la part de marché est très faible et aussi le taux de croissance du marché aussi c'est très faible dans ce type de produits-là. Ils n'ont pas un avenir, ils n'ont pas généralement une grande profitabilité, ils n'ont pas une rentabilité et même le marché, elle n'est pas promoteur. Dans ce cas-là, donc généralement, il est préconisé aux entreprises de désinvestir ou bien de quitter le marché. Donc, c'est ça en général ce que ça veut dire la matrice BCG. Cette matrice-là, généralement, elle a des avantages et des limites. Je ne vais pas dire des inconvénients parce que ce ne sont pas des inconvénients, mais des limites. Donc, les avantages, c'est la simplicité parce que cette matrice-là, elle évalue le portefeuille de produits seulement sur deux critères, qui est le taux de croissance
et la part de marché et qui est très simple et qui n'importe qui peut le faire. Aussi, elle aide à la prise de décision, c'est-à-dire est-ce qu'on investit dans ce produit-là ou bien on se retire du marché. Ça, donc, c'est parmi les avantages. Donc, elle donne une décision facile au manager. Elle permet au manager de prendre des décisions faciles grâce euh, à cette matrice-là. Et troisièmement, c'est l'optimisation de l'allocation des ressources parce que l'entreprise, ici, cette matrice-là, elle nous guide pour euh, donner des conseils. Est-ce que on investit ou on investit quel type de produit qu'on doit investir? Donc, c'est à travers de cette matrice-là, donc elle nous donne généralement euh, une ligne directive de comment allouer les ressources de l'entreprise. Et quand je dis les ressources de l'entreprise, c'est-à-dire les ressources de profitabilité, de la rentabilité du marché. Il y a aussi des limites de cette BCG-là, de la matrice Boston Consulting Group. Donc, généralement, c'est que elle n'est pas forcément dans cette matrice-là, parce que la matrice, elle dit que si on a une part de marché grande, donc ça veut dire qu'on a une grande rentabilité. Et ça, c'est faux, parce que ça ne veut pas dire que si vous avez une grande part de marché, ça veut dire que vous avez une grande rentabilité. Parfois, on trouve des marchés où l'entreprise a une grande part de marché, mais elle ne réalise pas généralement des profits parce qu'elle ne peut pas maîtriser ses coûts de produits, ses coûts sur les produits ou la production de l'entreprise. Et donc ça, on ne peut pas relier ou bien corréler la part de marché avec la rentabilité. Ça, c'est généralement, euh, et ça, elle ne met pas en lumière, cette matrice-là, ce problème-là. Aussi la simplicité excessive parmi les limites de cette matrice-là, parce que pourquoi généralement on se limite seulement à deux critères pour évaluer le portefeuille de produits. C'est seulement la part de marché et le taux de croissance. Et ça ne veut rien dire parce que il y a d'autres critères qu'on peut adopter pour évaluer le portefeuille de produits des entreprises. Il y a les critères de qualité, il y a les critères de généralement la taille du marché, il y a des critères d'innovation, il y a des critères de l'image de marque. Donc, il y a plusieurs critères à adopter pour donner une idée claire pour évaluer le portefeuille de produits. Et on a aussi une catégorisation rigide. Qu'est-ce que ça veut dire une catégorisation rigide? C'est-à-dire cette matrice-là, elle donne seulement quatre catégories de produits, que sont les produits vedettes, les produits fâchalés, les produits dilemme et les produits pas morts. Donc, il existe d'autres catégories de produits qui ne sont pas cités ici. Par exemple, on trouve que parfois quelques produits qui sont peut-être comme dans les pois morts, mais dans le futur, on sait très bien que ça sera dans les produits dilemme ou bien même dans les produits vedettes. Parce que peut-être qu'on voit quelques produits, on voit à cause d'instabilité politique, il y a une stagnation du marché et l'entreprise n'a pas assez de parts de marché, mais dans le futur, on sait très bien lorsqu'il y aura une stabilité politique, ce marché-là va être avec un taux de croissance très élevé et avec aussi une part de marché et rentabilité très élevée. Donc, ça, on ne peut pas seulement catégoriser tous les portefeuilles de produits sur quatre catégories comme c'est cité dans cette matrice-là. Ça, c'est donc d'une façon générale, donc un petit rappel, ce que sur la matrice BCG. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la matrice McKinsey. La matrice McKinsey, donc, qu'est-ce que ça veut dire McKinsey? McKinsey, c'est une aussi cabinet d'expertise dans le management et dans la stratégie des entreprises, généralement fondé aux États-Unis en 1970, normalement. Et donc, cette cabinet-là, ou bien un bureau de conseil, a aussi créé cette matrice qui est très similaire de la matrice BCG. Généralement, le Boston Consulting Group et le McKinsey, ce sont deux cabinets. Et donc, ils ont créé ces deux matrices. Ces deux matrices sont en concurrence, vraiment. Mais cette matrice-là, la McKinsey, elle est un peu détaillée plus que la matrice de BCG, le Boston Consulting Group. Donc,
l'objectif de cette matrice-là qu'on va voir aujourd'hui, elle a les mêmes, généralement le même objectif avec l'objectif de la matrice BCG, c'est-à-dire d'évaluer le portefeuille des produits, d'analyser le portefeuille de produits, c'est-à-dire de voir l'attractivité, de voir est-ce que le portefeuille de produits c'est intéressant dans le marché ou pas. Aussi, cet outil-là, c'est la matrice BCG, aide les gérants des entreprises et les managers à prendre des décisions grâce aussi à cette matrice-là, comme la matrice de BCG. Et aussi planification des ressources. C'est la même chose avec le modèle de fonctionnement du BCG. La matrice McKinsey, donc elle nous donne des lignes directives de comment investir ou bien désinvestir de quelques portefeuilles de produits ou bien aussi ce qu'on appelle le domaine d'activité stratégique. Généralement, donc, ils ont le même objectif avec le McKinsey. Mais le McKinsey, qu'est-ce que la McKinsey? McKinsey, maintenant, pour évaluer le portefeuille de produits ou bien pour prendre des décisions stratégiques et d'allouer des ressources dans l'entreprise, elle a besoin généralement aussi de deux axes. Donc, il y a l'axe que, comme vous voyez devant vous, les atouts concurrentiels ou bien la position concurrentielle. Il y a le deuxième axe vertical, c'est l'axe de l'attractivité des marchés, ou bien l'attrait du marché. Donc, ces deux axes-là, à travers ces deux axes-là, on évalue le portefeuille de l'entreprise, ou bien ce qu'on appelle aussi le domaine d'activité stratégique. Donc, le portefeuille de l'entreprise, c'est l'ensemble de l'entreprise, c'est l'ensemble de produits de l'entreprise. C'est ça ce que ça veut dire, le portefeuille de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire un domaine d'activité stratégique? C'est chaque couple produit-marché. Chaque couple produit-marché. Par exemple, si on prend l'exemple de Samsung, Samsung, peut-être qu'elle a, par exemple, dans la téléphonie mobile, c'est un domaine d'activité stratégique. Donc, le téléphonie mobile, elle a des téléphones, elle fait de téléphonie mobile dans un marché bien précis. Et aussi, elle a d'autres types de produits, d'autres domaines d'activité stratégique qui est par exemple l'électroménager. L'électroménager, elle a par exemple elle a des machines à laver, elle a des téléviseurs, des réfrigérateurs, des microwaves, etc., etc. Tout ça aussi, ils ont un marché. Donc, chaque produit marché, chaque couple produit-marché est appelé un domaine d'activité stratégique. Essayez de retenir ça parce qu'on va développer ce concept-là après. Et donc, pour simplifier aussi la chose, donc vous pouvez l'appeler aussi le portefeuille de produits. Le portefeuille de produits, c'est l'ensemble des produits de l'entreprise. Alors, la matrice McKinsey, donc, elle base l'évaluation du portefeuille de l'entreprise sur deux axes, ou bien sur deux critères. Le premier critère, c'est la position concurrentielle. C'est ça, comme vous voyez ici, dans l'axe horizontal ou bien l'axe des abscisses. Et l'axe vertical ou bien l'axe désordonné, c'est l'attractivité du marché. Et aussi, dans chaque axe, on voit qu'on a distingué trois niveaux. On a évalué ces axes-là sur trois niveaux. Il y a niveau fort, niveau moyen et niveau faible. Donc, la position concurrentielle, elle peut être forte, elle peut être moyenne et aussi elle peut être aussi faible. Et c'est la même chose pour les attraits du marché. Elle est classée ou bien elle est classifiée sur un attrait de marché faible et moyen et fort. Donc, pour évaluer l'attractivité du marché aussi, on a une échelle de faible, moyen et fort. Et donc, si on combine ces deux axes-là, on trouve qu'il y a 9 éléments ou bien 9 cases à retenir pour évaluer le produit de l'entreprise. Commençons maintenant. Donc, si on a une position concurrentielle très forte, avec une attractivité de marché aussi très forte, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces produits? Donc, on doit maintenir la position dominante. Dans ce cas-là, c'est très bien, parce qu'on est dans une situation très forte par rapport à nos concurrents, et le marché est très attractif. Donc, dans ce cas-là, on est dans une bonne situation. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, on doit maintenir cette position-là. Donc, comment maintenir cette position-là? C'est au travers aussi toujours
être à l'écoute des marchés et toujours investir plus pour maintenir cette situation. Parce que si on n'investit pas dans le marché, maintenant, parce que le marché est attractif, peut-être qu'il est croissant, donc si on n'investit pas, bien sûr, automatiquement, on va reculer et d'autres concurrents vont venir et prendre notre part de marché. Donc c'est pourquoi, donc ici, il faut, lorsqu'on a une position concurrentielle très forte, et on a une attractivité de marché aussi très forte, dans ce cas-là, on doit maintenir notre position dans le marché. Comment la maintenir? C'est d'investir, de toujours investir dans nos produits afin toujours de répondre aux besoins des consommateurs et rester dans la position dominante dans le marché. Donc ça, c'est la première case. Deuxième case, comme vous voyez ici, si on a une position concurrentielle moyenne et avec une attractivité de marché très forte. Donc, le marché est attractif, c'est-à-dire il est croissant, donc il est promoteur, mais on a une position concurrentielle moyenne. Donc, il y a un problème donc, chez nous avec les clients, avec les concurrents. Pourquoi les concurrents, ils sont mieux que nous? Donc, ici, quelle est la décision qu'on doit faire ici? C'est d'investir pour passer en position dominante. Donc, ici, on doit investir plus. Mais ici, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit investir? Dans quoi? C'est pour apprendre plus la part de marché. Parce qu'on a un problème dans notre produit par rapport aux produits du concurrent. Pourquoi les concurrents ont pris la part de marché plus que nous? Malgré le marché est attractif, mais les concurrents, ils ont une part de marché plus grande que la nôtre. Donc, dans ce cas-là, on doit investir dans peut-être la qualité du produit, peut-être dans la satisfaction des clients. Donc, il y a plusieurs critères à voir. Mais la décision qu'on doit prendre, toujours d'investir dans dans nos produits, la caractéristique de nos produits, ou bien la satisfaction d'une manière générale des clients, afin afin d'avoir une position concurrentielle forte. Il y a une troisième situation, c'est que lorsqu'on a une position concurrentielle très forte par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire qu'on est leader, mais l'attractivité du marché, elle est moyenne. C'est-à-dire, il y a une croissance du marché, il est attractif, mais le problème, c'est qu'il n'est pas très attractif. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit investir de façon sélective ou maintenir la position. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le marché, il est moins attractif, mais on est dans une position forte. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit? Dans ce cas-là, on doit investir, mais pas trop. Pourquoi? Parce que le marché, il n'est pas attractif. On ne doit pas dépenser beaucoup sur un marché qui n'est pas promoteur. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit seulement investir d'une manière un peu, je dirais, prudente. C'est-à-dire, on investit, mais pas beaucoup. Et dans ce cas-là, parce qu'on est aussi dans une situation dominante, on a une grande part de marché, on a une dominance par rapport dans le marché par rapport à nos concurrents, donc on réalise plus de rentabilité et plus de profit, plus de chiffre d'affaires par rapport à nos concurrents. Donc on doit tirer profit de cette situation-là. Donc c'est ça, c'est ce qu'on doit faire dans cette situation. Donc, ces trois situations que je viens de citer, on appelle ça investir en croissance, investir ou bien croître. Donc, c'est ça, dans cette situation. Il y a d'autres situations, d'autres trois situations où on doit maintenir le statu quo, c'est-à-dire on reste dans notre situation. Il est préconisé de rester dans notre situation. Et on commence par exemple, si on a un atout concurrentiel très faible, mais avec un attrait de marché très fort. C'est-à-dire, on est très faible par rapport à nos concurrents, on n'a pas une grande part de marché. Tous les concurrents ils sont mieux que nous dans le marché. Et en même temps, le marché est très attractif. Dans ce cas-là, il faut. Quel est le problème ici? Le problème ici, c'est que euh, pourquoi les concurrents ils sont mieux que nous, malgré il y a une attractivité du marché? Pourquoi ils sont mieux que nous? Ici aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer
et savoir quels sont les problèmes qui ont causé à cette recul-là par rapport aux concurrents. Aussi, donc, on doit prendre et poser des questions sur la qualité de nos produits, sur la satisfaction des clients, etc., etc., etc. Tous ces éléments-là, on doit les prendre en considération pour au moins euh, être ou bien avoir une part de marché, être en situation concurrentielle favorable, parce qu'on est dans une situation concurrentielle très faible et c'est un peu dangereux si on n'investit pas dans nos produits afin de prendre une part de marché. Donc ici, investir de façon sélective. Et si l'entreprise, dans ce cas-là, elle n'a pas les moyens pour investir dans la qualité du produit, peut-être qu'elle ne maîtrise pas les processus de travail, peut-être qu'elle ne peut pas faire des produits plus performants que les produits de concurrents, donc il est préconisé dans ce cas de sortir du marché. Si vous ne pouvez pas faire face à la concurrence, malgré le marché est très promoteur, dans ce cas-là, il faut se retirer parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas peut-être les compétences nécessaires, vous ne pouvez pas faire face à la concurrence, vous ne pouvez pas fabriquer des produits de même qualité que la qualité des concurrents. Et donc, dans ce cas-là, il est préconisé aussi de sortir, si vous n'avez pas, bien sûr, les moyens d'investir. Il y a la situation, d'autres situations, si vous avez une position concurrentielle très forte, c'est-à-dire vous êtes le leader dans le marché, et un attrait du marché très, très faible. C'est comme par exemple la situation du vache à lait, comme le BCG. Ici, c'est une situation favorable pour l'entreprise. Malgré le marché, il n'est pas attractif, mais la position, elle est dans une situation forte concurrentiellement. Ici, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire ici? C'est de retirer profit de sa situation. Parce que généralement, dans ce type de produit-là, lorsque l'entreprise a une situation forte par rapport à ses concurrents, elle a plus de profit par rapport à ses concurrents. Elle a une grande rentabilité. Donc, elle tire maintenant profit de ces produits-là. Généralement, c'est la saison du moisson pour l'entreprise. L'attractivité le marché, généralement, est mature maintenant, mais l'entreprise elle a une situation très favorable. Dans ce cas-là, l'entreprise doit rentabiliser ses produits au maximum. C'est une situation vraiment très favorable pour l'entreprise. Et donc, aussi notre situation, c'est que lorsqu'on est dans une situation concurrentielle moyenne, avec aussi un marché, une attractivité du marché moyenne. Ici, seulement rentabiliser, mais prudemment. C'est-à-dire on doit être prudent dans la rentabilité des produits. On doit rester à l'écoute des marchés. En même temps, on doit rentabiliser au maximum les profits de l'entreprise parce qu'elle n'a ni une situation faible ni une situation forte, que ce soit pour les atouts concurrentiels ou bien la position concurrentielle ou bien pour l'attrait des marchés. Dans ce cas-là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être à l'écoute du marché, toujours. En même temps, elle doit essayer, ou bien elle doit essayer de maintenir sa situation concurrentielle et pour tirer le maximum de profit. Parce que le marché n'est pas trop promoteur. En même temps, elle n'a pas une situation très grande. Donc, ce cas-là, elle essaie seulement de tirer profit de ces produits-là et aussi rester à l'écoute du marché s'il y a une croissance dans le marché. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie ici, comme vous voyez ici, c'est la catégorie d'exploiter ou bien abandonner. Et quels sont ces cas-là? Ces trois cas. C'est les cas où, généralement, la position concurrentielle est faible, mais l'attractivité du marché est moyenne. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est l'expansion limitée aux sorties progressives et sélectives. Parce que maintenant, on a une position concurrentielle très faible, c'est-à-dire tous les concurrents sont mieux que nous, et aussi l'attractivité du marché, elle est moyenne, elle n'est pas forte. Dans ce cas-là, on essaye de, au moins avoir des parts des marchés dans le marché par rapport aux concurrents. Si on peut pas avoir une part de marché par rapport à concurrent, peut-être la concurrence, peut-être qu'il est intense, dans ce cas-là, il est préconisé de sortir, mais de sortir progressivement. Pourquoi? Parce que la taille du marché il est moyenne. Peut-être qu'il sera promoteur après.
Peut-être qu'il y aura un déclin aussi dans la vente, ou bien dans le marché. Donc, ici, dans ce cas-là, l'entreprise a deux choix. Soit faire de l'expansion limitée. Qu'est-ce que ça veut dire l'expansion? Aussi, l'entreprise, elle essaye d'avoir une position concurrentielle peu à peu. Si elle ne peut pas, donc il vaut mieux de sortir du marché. Il y a la situation, d'autres situations. S'il y a un atout concurrentiel moyen ou bien position concurrentielle moyenne, mais un marché très faible, une attractivité de marché très faible. Dans ce cas-là, désinvestir aussi de façon sélective. Qu'est-ce que ça veut dire sélective ici? Désinvestir, de se retirer du marché, mais d'une façon sélective. Parce que on a une position concurrentielle moyenne. Peut-être qu'on choisit, essaie de choisir quelques produits, de retirer quelques produits et de maintenir quelques d'autres produits dans le marché. C'est ça ce que ça veut dire, désinvestir de manière sélective. C'est-à-dire de rester avec les produits un peu qui réalisent un peu de rentabilité et les produits qui ne réalisent pas de rentabilité, il faut de désinvestir ces produits-là. Il y a le pire des cas, c'est généralement lorsqu'il y a une position concurrentielle très faible et une attractivité du marché aussi très faible. C'est le cas des poids morts aussi comme les BCG. Ici, donc, il est préconisé euh, de sortir ou bien de désinvestissement de ce type de produit. Parce que généralement, il y a une faible concurrence, généralement plutôt une faible ce type de position concurrentielle, et en même temps, le marché il est très faible en termes d'attractivité. Donc ça, d'une façon générale, vous voyez comment les décisions ils sont prises grâce à cette matrice-là. Et donc, pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit positionner ses produits par rapport à cette matrice-là et prendre des décisions, ce que la matrice, bien sûr, préconise ou bien suggère. De cette manière-là, donc c'est ça la présentation de la matrice McKinsey. Maintenant, laissons-nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire les positions concurrentielles et qu'est-ce que ça veut dire l'attractivité des marchés. De quelle manière ils sont mesurés. Donc, l'attractivité des marchés, donc, c'est généralement, on peut l'évaluer à travers plusieurs facteurs ou bien plusieurs critères. Le premier critère, c'est la taille des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire la taille des marchés? C'est-à-dire l'ensemble, soit des ventes, le volume de vente, ou bien le chiffre d'affaires. Un exemple, je vous donne un exemple, si je dirais, par exemple, la vente de téléphones mobiles dans un pays. Par exemple, la vente de téléphones mobiles dans les Comores. Je dirais, par exemple, l'année dernière, euh, un million, un million de téléphones mobiles vendus. Donc, un million d'unités. Un million d'unités sont vendues l'année dernière. Donc ça, et peu importe qui a vendu, soit Samsung, soit iPhone, soit LG, soit Oppo ou bien Poco. Donc, peu importe qui a vendu. De toute façon, d'une manière générale, donc, tous les produits sont vendus à un million d'unités. Un million d'unités sont vendues. Un million de téléphones mobiles sont vendus, par exemple, au Comores l'année dernière. Ça, c'est un exemple. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça c'est la taille de marché. Ça, c'est la taille de marché. Donc, la taille de marché ici, c'est un million de téléphones mobiles. Ça, c'est la taille de marché. D'accord? Donc, ça, c'est ce que ça veut dire, la taille de marché. Et lorsque je dis la part de marché, c'est une autre chose. La part de marché, par exemple, je prends une entreprise, je dirais par exemple Samsung. Samsung, peut-être qu'elle a vendu l'année dernière dans le Comores 300 000, disons 300 000. Ah, mais par exemple. Donc 300 000 sont vendus parmi un million. Donc, c'est exactement 30%. Donc la part de marché de Samsung dans le marché du Comores de téléphone mobile, c'est 30%. Vous voyez, c'est comme ça qu'on évalue la taille de marché et la part de marché. C'est de cette manière-là on évalue la part et la taille de marché. Donc, la taille de marché, c'est l'ensemble de ventes
ou bien l'ensemble de la demande du marché. Et la part de marché, on prend chaque entreprise et combien elle a vendu ou bien combien réalisé comme un chiffre d'affaires par rapport à tout le marché. Il y a la croissance des marchés. La croissance des marchés, c'est quoi? Aussi, on évalue l'attractivité du marché à travers la croissance du marché. C'est-à-dire, on essaie de savoir le volume, ou bien le volume de vente, ou bien la réalisation du chiffre d'affaires au fil des temps, soit une année, par exemple, un trimestre, un mois. Donc, par exemple, dans notre exemple, je dirais l'année dernière était 1 million. 1 million de téléphones mobiles sont vendus aux Comores. Donc, cette année-là, on a réalisé 1 million, disons 100 000. 1 million 100 000. Donc, il y a une croissance dans le marché de 100 000 unités. Donc, 100 000 unités divisées par 1 million est égal à 0,1, donc fois 100 est égal à 10. Donc, il y a une augmentation ou bien une croissance du marché de 10%. C'est ça ce que ça veut dire, la croissance du marché, c'est-à-dire l'augmentation du vente dans la taille du marché. Et la rentabilité. La rentabilité aussi, c'est un critère aussi utilisé pour évaluer l'attractivité du marché. La rentabilité, qu'est-ce que ça veut dire? La rentabilité, c'est en termes de, vous pouvez dire, en termes de chiffre d'affaires par rapport au coût. C'est-à-dire, on divise les coûts par rapport au chiffre d'affaires, ou bien les profits par rapport au chiffre d'affaires, ou bien les marges bénéficiaires par rapport au chiffre d'affaires, comme vous voulez. Ça peut être la productivité, ça peut être la rentabilité, ça peut être la profitabilité. Donc, tous ces termes-là, on peut les mettre dans les termes de rentabilité. Donc, pourquoi ici la rentabilité est un élément d'attractivité du marché? Il y a des marchés qu'on ne réalise pas assez de profit. Comment, par exemple? Je dirais, si vous vendez, par exemple, les téléphones mobiles, on reste toujours dans cet exemple de téléphone mobile. Donc, un téléphone mobile est à 100 euros. Je dis à 100 euros. Donc, 1000 entreprises, lorsqu'elles vendent, par exemple, un téléphone mobile, elles réalisent 1 euro pour chaque téléphone mobile vendu. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? 1 divisé par 100, donc c'est 1%. C'est 1% seulement. Donc la rentabilité ici est très faible. Donc dans ce cas-là, je peux dire que le marché il n'est pas attractif parce que le volume le taux de rentabilité est très faible. Les entreprises dans le téléphone mobile ne réalisent pas d'une grande profitabilité, seulement 1%. C'est ça la rentabilité. Mais par exemple, si je peux par exemple dire, en cas par exemple, les entreprises peut-être, elles vendent à 100 euros par téléphone et qu'elles réalisent pour chaque 100 euros, elles réalisent un profit de 50 euros comme un profit net. Et dans ce cas-là, donc, je peux dire que la profitabilité est à 50%. Et c'est une grande, c'est un taux très grand. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que le marché est très rentable. Donc, il est très attractif. Il y a les barrières à l'entrée. On a déjà vu ça dans les 5 forces de Porter. Les barrières à l'entrée, c'est quoi? Les barrières à l'entrée, ce sont généralement les barrières qui empêchent les entreprises à entrer dans l'industrie. Un exemple. Je vous ai donné normalement un exemple de ça auparavant. C'est par exemple les industries pharmaceutiques. Pour entrer ou bien pour faire une usine, par exemple pharmaceutique dans des médicaments, il est difficile. Il est difficile, par exemple, d'investir ou bien d'entrer dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que c'est le coût. C'est très important. Le coût par exemple, des machines, des technologies. On a besoin des technologies et des machines très sophistiquées. C'est-à-dire ce sont des machines de précision parce qu'ils fabriquent du médicament. On a besoin aussi de compétences ou bien de ressources humaines très qualifiées. C'est-à-dire qu'on a besoin des médecins, on a besoin des pharmaciens, on a besoin des biologistes, on a besoin, de toute façon, on a besoin de ressources humaines très qualifiées. Et donc ça, c'est considéré comme une barrière à l'entrée. C'est pas de n'importe qui
peut entrer dans cette industrie-là. Donc ça, et lorsque les barrières à l'entrée sont trop élevées, donc le marché ici est très attractif parce que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans l'industrie. Et le cas contraire, par exemple, si vous voulez, par exemple, faire une entreprise de commerce des vêtements. Vous voulez ouvrir une boutique de vêtements, par exemple. Vous achetez des vêtements et vous les vendez. Et donc, dans ce cas-là, n'importe qui peut faire ça. Seulement, vous pouvez avoir euh, une somme d'argent et vous achetez des vêtements et vous le vendez au marché. Donc, ce n'est pas une grande chose à faire. Donc, ici, les barrières à l'entrée sont presque nulles. Il n'existe pas de barrière à l'entrée. Donc, c'est n'importe qui peut faire cette activité-là. Et donc, ici, le marché il n'est pas attractif. Pourquoi il n'est pas attractif? Parce que n'importe qui peut entrer dans le marché. Et donc, dans ce cas-là, donc, cette critère-là aussi très importante pour évaluer l'attractivité du marché. Il y a l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire l'ensemble ou bien le nombre des concurrents dans le marché. Et est-ce qu'il y a une intensité concurrentielle, une rivalité entre les concurrents là? Lorsqu'il y a une grande intensité concurrentielle, lorsqu'il y a beaucoup de concurrents dans le marché il n'est pas attractif parce qu'on peut dire que la demande est presque satisfaite. Et le cas contraire, s'il n'existe pas d'intensité concurrentielle, c'est-à-dire vous avez une grande chance d'entrer dans le marché et d'avoir des parts de marché très importantes. Donc, c'est un critère aussi pour évaluer l'attractivité des marchés. Donc, de cette manière-là, donc, on fait l'ensemble de ces critères-là, la taille du marché, la croissance, la rentabilité, les barrières à l'entrée, l'intensité concurrentielle et bien d'autres critères à adopter pour évaluer l'attractivité des marchés. Donc ici, c'est pas comme la matrice BCG seulement qui adopte ici la croissance des marchés comme un élément, qu'un seul critère. La matrice McKinsey, non. Elle adopte plusieurs critères pour évaluer l'attractivité du marché. Et pour la position concurrentielle aussi, comment évaluer la position concurrentielle de l'entreprise ou bien de ses portefeuilles de produits ou bien ses domaines d'activité stratégiques? C'est aussi au travers de plusieurs critères comme l'attractivité des marchés. Tout d'abord, c'est la part de marché. On a déjà expliqué ça, la part de marché, c'est-à-dire combien l'entreprise détient comme volume de vente et bien chiffre d'affaires par rapport au volume global du marché ou bien par rapport au chiffre d'affaires réalisé dans le marché. Donc, c'est ça la part de marché. On a déjà expliqué ça. La force de la marque. La force de la marque, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'image de marque. Elle est appelée l'image de marque. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de marque? C'est quelle est la perception? Quelle est la perception du consommateur par rapport à la marque de l'entreprise? Est-ce qu'elle est élevée, elle est moyenne, bien elle est faible? Et on peut savoir ça. Comment savoir ça? C'est au travers les questionnaires, au travers les sondages, au travers les entretiens, tout ça, au travers les enquêtes qui existent dans le marché pour savoir est-ce que l'entreprise a une grande image de marque, est-ce que sa marque est très forte dans le marché ou pas. Un autre critère aussi pour évaluer la position concurrentielle, c'est la qualité du produit. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité du produit? C'est généralement c'est les caractéristiques des produits par rapport aux concurrents, par rapport aux caractéristiques des produits des entreprises. Est-ce qu'il est plus performant ou moins performant ou bien ont une performance égale? Et quand je dis la qualité ici, il faut ici en termes bien sûr des caractéristiques des produits et aussi en termes de perception des clients. Il faut prendre en considération la qualité, ce n'est pas seulement les caractéristiques, mais aussi c'est la perception des clients. Si les clients voient que votre produit est de bonne qualité, alors c'est un produit de bonne qualité, et sans voir même les caractéristiques. Donc, on doit évaluer la qualité des produits sur ce deux volets-là. Le premier volet, c'est la perception des clients, comment ils voient le produit, est-ce que de bonne qualité ou pas. Et deuxièmement, c'est à travers les caractéristiques du produit. Par exemple, la téléphonie mobile, par exemple, dans les caméras, est-ce que nos caméras mieux de Samsung, est-ce que mieux que les caméras de iPhone? Est-ce que l'iPhone est plus mieux que les caméras de Oppo, ou bien Poco de LG, etc., etc. Tout cela, donc, on doit évaluer la qualité de nos produits
par rapport à la qualité des produits de nos concurrents et aussi de faire cette échelle-là. Est-ce que notre position elle est forte ou bien moyenne ou bien faible? On a aussi un autre critère qu'on peut adopter, c'est l'accès aux canaux de distribution. C'est un élément très important malgré il est un peu ignoré. C'est que parfois on trouve que des entreprises qu'ils ont une très bonne qualité des produits, qu'ils ont une grande image de marque, mais leur problème c'est qu'ils ne peuvent pas réussir à rendre disponibles leurs produits sur le marché parce qu'ils ont un réseau de distribution très faible. Et un réseau de distribution n'est pas performant. Et dans cette situation-là, donc aussi, on peut évaluer la situation concurrentielle au travers les réseaux de distribution d'entreprise. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont moyens? Est-ce qu'ils sont faibles? D'autres critères aussi à adopter, la performance opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la performance opérationnelle? C'est comment gérer les processus et les procédures de l'entreprise. Soit comment l'entreprise, par exemple, traite généralement, disons, les réclamations des clients, comment elle déclenche ses commandes, comment elle maîtrise ses coûts, quel est le système de gestion de la qualité au sein de l'entreprise, etc. Tout ça, donc la performance opérationnelle, c'est un ensemble aussi des critères au sein de l'entreprise à évaluer par rapport aux concurrents. Parce que on trouve, si l'entreprise, par exemple, maîtrise ses coûts mieux que les concurrents, donc c'est très bien. Malgré peut-être que l'entreprise, malgré nos concurrents, si elle a une position de leader dans le marché et que réalise une grande part de marché, mais par exemple, notre entreprise réalise des coûts euh, très performants. C'est-à-dire on peut fabriquer nos produits à des coûts très faibles par rapport à nos concurrents. Donc, dans cette situation-là, on est vraiment des meilleurs si on veut se positionner concurrentiellement, on est mieux que notre concurrent malgré qu'il a une grande part de marché. Pourquoi? Parce que nous, on peut arriver à maîtriser nos coûts et à diminuer nos coûts par rapport aux concurrents. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on réalise plus de rentabilité et plus de profitabilité par rapport aux clients. Donc, la performance opérationnelle aussi, c'est un critère à adopter pour évaluer la position concurrentielle. Donc c'est ça, ce sont les deux axes à évaluer pour évaluer le portefeuille des produits de l'entreprise. Maintenant, on passe à une étape très importante, c'est comment établir la matrice McKinsey. Ou bien la matrice A3A2, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Généralement, c'est la matrice McKinsey. Tout d'abord, on doit identifier les activités de l'entreprise et la collecte des données. Quand je dis notification de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire d'identifier le portefeuille des produits ou bien le domaine d'activité stratégique de l'entreprise. Dans ce cas-là, on doit savoir numérer tous les produits de l'entreprise et avoir des données, des informations sur chaque produit, sur chaque portefeuille de produits. Dans ce cas-là, par exemple, pour une entreprise, comme c'est un exemple, pour une entreprise fabriquant à la fois des produits électroniques et des produits alimentaires, ces deux lignes de produits représentent deux domaines d'activité stratégiques distincts. Comme je viens de mentionner aussi dans notre exemple, Samsung, c'est par exemple, deux ou trois domaines d'activité stratégiques. C'est le domaine d'activité stratégique concernant les téléphones mobiles et domaine d'activité stratégique pour l'électroménager. Donc, ça aussi, ce sont des domaines d'activité stratégique. Et chaque domaine d'activité stratégique, on doit les positionner dans cette matrice-là, la matrice de McKinsey. Donc, la première étape, comme je viens de mentionner, de savoir quels sont généralement nos produits, où sont nos produits, et avoir plus d'informations pour commencer l'analyse et pour positionner ces produits-là dans cette matrice-là. Deuxième étape, c'est on va évaluer les axes. Commençons par le premier axe, l'attrait des marchés. Comme je viens de mentionner, l'attrait des marchés, donc sur plusieurs éléments,
On a la taille du marché, la croissance du marché, la rentabilité, les barrières à l'entrée. Tous ces éléments-là, on doit l'évaluer ou bien les noter, donner un score pour chaque critère afin d'évaluer l'attractivité du marché. La taille du marché, on évalue la taille du marché. Par exemple, de 1 jusqu'à ici, comme de 1 jusqu'à 10, vous voyez ici. Donc, on donne chaque critère, on donne une évaluation subjective. C'est nous on peut évaluer ça, chaque manager ou bien chaque gestionnaire. Il donne un score pour chaque critère afin d'évaluer l'attractivité du marché. Par exemple, l'échelle ici, on peut adopter une échelle de 1 à 10. Il y a des managers qui peuvent prendre de 1 à 5, de 1 à 20, de 1 à 100, comme vous voulez. Donc, ça, c'est à vous. Par exemple, dans notre exemple ici, c'est de 1 à 10. De 1 à 10, par exemple, je prends dans l'activité du marché, la taille du marché. Si elle est très grande, la taille du marché, donc je peux donner la note de 9. La croissance du marché, peut-être qu'elle n'est pas très croissante, la note de 6. La rentabilité, je dirais aussi, elle est moyenne. Je donne la note de 5. Les barrières à l'entrée sont très élevées. Donc, je donne la note de 9. L'intensité concurrentielle, je dirais, par exemple, elle est moyenne. Je donne 5. Et donc, 9 plus 5 plus 6 plus 8, etc. Donc, je donne la moyenne de ces scores-là. Et la moyenne ici, c'est la moyenne des marchés. Peut-être qu'on trouve que 6 ou bien 7. Disons 7, 7,5. Donc, on a trouvé l'attractivité du marché 7,5. Donc, ça, c'est la moyenne d'évaluation par exemple, de ces critères-là. Et on fait la même chose aussi, deuxième étape, c'est troisième étape plutôt, c'est l'évaluation de la position concurrentielle. On évalue aussi la position concurrentielle au travers ces critères-là. Par exemple, la part de marché, je dirais, nous, à 10%. 10%, par exemple, elle n'est pas trop, je dirais, 10%, donc elle est dans une position moyenne par rapport aux concurrents. Il y a des concurrents qui ont 15%, il y a des concurrents qui ont 8%. Donc, je donne la note de 5%. Donc, plutôt, la note de 5 sur 10, plutôt. La part de marché, on a 5 sur 10. La force de la marque, par exemple, notre marque est très connue, très reconnue, très respectée. Donc, je donne la note de 8. La qualité de produit, je note, par exemple, la note de 7. Et ainsi de suite. Et donc, je fais la moyenne de ces scores-là, et je trouve là le score de toute la position concurrentielle. Peut-être qu'on a trouvé la position concurrentielle 5, disons 5. Donc, l'attrait de marché, c'est 7,5. La position concurrentielle, on a trouvé 5. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans la quatrième étape, on positionne ces produits-là dans la matrice. On a 7,5. Par exemple, 7,5 est très élevé et 5 moyen. Donc, je reviens. L'atout concurrentiel, bien la position concurrentielle, elle est moyenne qu'on a trouvé 5. Donc, ça sera ici. Et l'attractivité du marché, on a très élevé. Donc, elle est très forte. Donc, elle sera ici. Donc, c'est dans ce type de produit-là qu'on a dit. Donc, elle nous donne une suggestion. Qu'est-ce qu'on doit faire? Investir pour passer en position dominante. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que on doit investir dans notre position concurrentielle par rapport aux concurrents. L'attractivité, le marché est très attractif. On a une position concurrentielle moyenne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit investir mieux dans le marché afin d'avoir plus dans la part de marché dans l'entreprise. Donc, de cette manière-là, donc cette matrice-là nous donne une ligne directive de qu'est-ce qu'on doit faire avec nos produits. Donc, qu'est-ce qu'elle a donné? Donc, il faut faire investir. Investir dans peut-être la qualité du produit, peut-être la satisfaction du client. Après cela, donc, on doit bien sûr faire des études complémentaires pour savoir de quelle manière on doit investir dans cette situation-là.
Et donc, de cette manière-là, donc, on est dans la quatrième étape. La cinquième étape, c'est interpréter la matrice. Donc, comme je viens de mentionner, donc, on doit interpréter la matrice et comment prendre des décisions. Donc, comme cela, donc, de cette manière-là, on établit la matrice B, la matrice de McKinsey. Cette matrice-là a des avantages et des inconvénients aussi, comme le BCG, presque c'est les mêmes choses comme le BCG. C'est presque les mêmes avantages et les mêmes limites. Les avantages, c'est que c'est une matrice qui, elle sait comment prioriser les ressources, c'est-à-dire elle vous donne une idée de quelle manière, où est-ce qu'on doit investir ou bien de ne pas investir dans le portefeuille d'activité dans l'entreprise. Et aussi, elle nous donne une idée d'identification des opportunités de croissance par, bien sûr, l'étude de l'attractivité du marché. Et cela, il vous donne aussi une idée si vous devez vraiment euh, investir ou ne pas investir parce que le marché, est-ce qu'il est promoteur ou pas. Et troisième élément, c'est la simplification complexe. C'est-à-dire elle nous donne une idée très simple sur le marché au travers ces deux critères, qui est la position concurrentielle et l'attractivité du marché. Elle a aussi des limites, cette matrice-là, elle a aussi des limites, la matrice de McKinsey, c'est la subjectivité. C'est une limite. Pourquoi? Parce que généralement, pour nous, on donne les scores. Est-ce qu'on dit la position concurrentielle est forte ou moyenne? C'est une chose subjective. Peut-être que le gérant, il vous dit que on est dans une situation moyenne et vous, en tant par exemple que deuxième gérant de cette entreprise, vous dites non, on est dans une situation forte. Donc ça, c'est une subjectivité qui revient à la personne qui évalue ou bien qui est en train d'établir cette matrice-là. Donc ça, c'est un problème de subjectivité. Elle n'est pas objective. Ça dépend de la personne qui est en train d'établir cette matrice-là. Deuxième limite, c'est l'évolution dynamique du marché. Il faut savoir que cette matrice-là, on doit toujours être à l'écoute des marchés. On ne doit pas seulement l'établir une fois et puis nous restons euh, pendant, par exemple, une année et puis on rétablit encore une fois cette matrice-là. Non. Le marché est toujours en constante évolution. Il y a toujours des nouveautés dans le marché. Donc, c'est parmi les limites de cette matrice-là, c'est qu'elle ne vous dit pas est-ce que vous devez prendre une décision très judicieuse sur un marché très changeant, parce qu'on ne sait pas. Il y a des marchés qui sont très changeants et ils ne donnent pas une grande idée de ce qu'il y a dans le marché. Il y a un manque de précision dans la stratégie. Allez, ici, parmi les limites, qu'est-ce que ça veut dire un manque de précision dans la stratégie? Il vous dit investir ou de ne pas investir, de se retirer et de ne pas se retirer. Mais il ne vous dit pas, il ne vous dit pas de quelle manière investir. Par exemple, il vous dit il faut investir sélectivement. De quelle manière? Par exemple, dans notre cas, on est arrivé dans une situation où on doit augmenter notre part de marché ou bien avoir une position concurrentielle très forte. Et le marché est très attractif, mais il ne donne pas de quelle manière on doit investir. Est-ce qu'on doit investir dans la qualité du produit? Est-ce qu'on doit investir dans l'écoute des clients? Est-ce qu'on doit investir dans la performance opérationnelle de l'entreprise? Donc, il ne vous donne pas une idée. Donc, c'est ça et c'est ce qu'il faut. Il faut d'autres outils et d'autres moyens pour approfondir l'étude afin de savoir, de prendre des décisions stratégiques plus judicieuses. Donc, de cette manière-là, donc, on est arrivé à la fin de l'explication de cette matrice-là. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, donc, je serai ravi à répondre à vos questions. Donc, Malek, donc je vous passe la parole, ou bien s'il y a des questions chez les étudiants, donc je suis là. Donc, merci infiniment à vos docteurs. Pour tous qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Y a-t-il des questions?
Ah, tout est clair. Vous n'avez pas de questions? Docteur Montmain est à votre Oui, disposition. Donc, prenez cette opportunité pour poser vos questions. Je pense que tout va bien, docteur. Si vous avez quelque chose, si vous voulez continuer votre cours, docteur, vous pouvez continuer si vous n'avez pas terminé. non, j'ai terminé seulement, si vous voulez. Donc cette matrice-là, comme je viens de mentionner, c'est une matrice très similaire à la matrice de BCG. La matrice de McKinsey, c'est presque euh, la même chose avec, elles ont le même objectif qui est l'évaluation du portefeuille des produits. Et elles ont le même objectif. Généralement, même le mode de fonctionnement est presque similaire, mais seulement la matrice McKinsey est un peu, elle donne ou bien elle offre plus de détails par rapport à la matrice de BCG. Donc, c'est ça généralement la différence qu'il existe entre euh, ces deux matrices-là. Donc, si nous n'avons pas de questions, à la fin du cours d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, non, merci. Ok. Dernière chance. Est-ce que vous avez des questions, docteur Sharaf, Din Moukmen? Mhm. On est là. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mercredi à 19 heures, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec nos deux formations marketing digital ou encore apprenez à programmer en Java. Ou bien encore nos autres formations telles que préparation à l'examen du DELF-DALF ou encore Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Pardon. Ou encore vous avez également découvert les librairies Python ou bien le dernier cours de la formation de Python pour la machine learning, gestion de la performance stratégique. Et vous avez également les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante et plein d'autres activités qui viendront. Restez connectés. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans nos activités. Dans nos prochaines activités, nous vous souhaitons une excellente soirée et au revoir.